Aujourd'hui, je reçois Rémi Magnac de Digipost pour aborder un sujet qui est primordial pour tout le monde, qui est la sécurité. Bonjour Rémi. Bonjour Christophe. Effectivement, je suis responsable sécurité du service Digipost. Donc la protection des données des utilisateurs, c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur. Et puis c'est un sujet d'actualité parce qu'on voit en ce moment de plus en plus souvent de sujets dans la presse autour de la cybersécurité et de la confidentialité des données, et puis les efforts constants de la CNIL pour évangéliser dans ce secteur. On le voit encore avec des améliorations sur les bandeaux de cookies en ce moment, et des améliorations sur les consentements qui sont demandés aux utilisateurs quand ils se connectent à des sites internet. Ça marche. Et puis la confidentialité, elle a toujours été au cœur de La Poste, c'est dans l'ADN du groupe La Poste, avec le secret de la correspondance. Et puis d'ailleurs une anecdote postale, chaque postier prête serment autour de ce secret de la correspondance à son entrée à La Poste. Que ce soit dans le monde physique, puisque bien évidemment les facteurs, quand ils vous délivrent votre courrier, ils s'engagent à ne pas l'ouvrir et à ne pas le consulter, mais c'est également décliné dans le numérique de la même manière. Le serment englobe les deux. Alors Rémi, il y a un baromètre, le baromètre de l'Axel, qui montre qu'effectivement les usages numériques s'accentuent en France, ça c'est un fait. Par contre, la confiance numérique, elle, a une progression qui est plus lente. Et l'ensemble des Français demeure assez méfiant vis-à-vis du digital. Alors du coup, comment l'employeur peut rassurer ses collaborateurs sur la sécurité, notamment en matière de dématérialisation des bulletins de paye via un coffre-fort numérique? Alors, je pense que la première question et la première idée qu'on a quand on parle de sécurité et de coffre-fort numérique, c'est où sont les données, dans quel bâtiment elles sont enregistrées, dans quel data center tout ça est hébergé. Donc l'infrastructure, c'est le premier des points, l'infrastructure de stockage des données personnelles des utilisateurs. Est-ce que c'est hébergé en France? Donc c'est hébergé en France par La Poste. Donc ça nous permet de ne pas, par exemple, être soumis au Patriot Act, qui était une loi américaine qui permettrait au FBI ou à n'importe quel employé du gouvernement américain, sur simple demande, d'avoir accès aux données enregistrées par des entreprises américaines ou à des entreprises françaises, mais qui seraient implantées sur le territoire des États-Unis. D'accord. Et est-ce qu'il y a excuse-moi Rémi, est-ce qu'il y a de la redondance dans ces redondance de serveurs, de data? Comment c'est backupé ces données? Oui, alors il y a effectivement deux sites séparés, le site A et le site B. Et s'il y a une catastrophe ou un problème sur un des sites, on bascule immédiatement, de manière automatique, sur le deuxième site. Et puis il y a une réplication des données en temps réel qui est faite, qui permettrait de voir que les données d'un site sont également présentes dans l'autre site. Ce serait assez transparent finalement pour l'utilisateur. Alors pourquoi cette question? Parce qu'effectivement, on rebondit sur l'actualité récente d'OVH qui a vu un de ses data centers entiers se désintégrer, partir en fumée, et des clients se retrouver sans site internet ni backup. Tout à fait, oui, ça a été un problème récent en mars dernier, avec des pertes de données de certains sites internet, des sites qui croyaient avoir plusieurs sites, mais qui étaient finalement dans des locaux, soit dans les mêmes locaux, soit dans des locaux hyper proches qui ont connu le même incendie. Donc là, on a bien vu que la redondance était un point très très important et qui peut aller jusqu'à une catastrophe économique avec des semaines d'arrêt de sites web. Donc Digipost garantit bien que cela ne peut pas arriver concernant ces coffres-forts numériques. Oui, tout à fait, parce que les sites dont je viens de parler sont distants de plus de 30 km.
donc ça évite les catastrophes mineures. Et donc ça, cette réplication, elle est très importante, elle a toujours été au cœur de Digipost. Et puis on a un plan de continuité d'activité et un plan de reprise d'activité, un PCA-PRA, qui nous permet cette bascule de passer d'un site à un autre de manière transparente et de pouvoir récupérer les données d'un site dans l'autre site, même s'il y avait, je sais pas, plusieurs semaines d'interruption d'un des deux sites. Et puis, ce sont des procédures, c'est un plan qui est une liste de procédures qui sont testées tous les ans. Ça marche. Alors, il y a un autre aspect important, c'est l'archivage, c'est notamment les normes relatives à l'archivage des données. Quelles sont-elles en France? Alors, la principale, c'est la norme ISO 27001, qui est d'ailleurs une norme européenne, mais qui décrit tous ces aspects de sécurité et qui les décrit au sens large. C'est pas uniquement la sécurité des data centers, comme on vient de l'évoquer, mais c'est aussi la prise en compte des mesures organisationnelles, des mesures RH, tout ce qui concerne la sécurité au sens large. Donc, il y a la cryptographie à l'intérieur, il y a la gestion des matériels, la sécurité de l'exploitation des procédures, etc. Tout ça est très bien décrit et l'hébergement est certifié ISO 27001 pour Digipost sur un périmètre complet, sur 100% des exigences de la norme ISO 27001. D'accord. Et donc, toutes les données sont bien évidemment cryptées. Oui, tout à fait. Le coffre-fort est chiffré. Ça marche. Alors, concernant l'accessibilité aux données, qui sont les personnes, hormis le salarié, un bénéficiaire de son propre coffre-fort, qui peuvent ou qui ont accès à ces données? Alors effectivement, l'utilisateur principal, l'utilisateur du coffre, c'est le salarié, et c'est lui le propriétaire de son coffre et des données qu'il contient. Pour refaire encore le parallèle avec le monde physique, à partir du moment où les directions RH mettent les bulletins de paie dans des enveloppes et les donnent à la poste, le propriétaire finalement devient le destinataire du courrier. C'est exactement pareil dans le numérique. Donc les RH n'ont plus accès aux bulletins de salaire à part dans leur propre système de stockage, leur propre SAE, bien évidemment, mais ils n'ont pas accès au contenu du coffre du salarié lui-même, coffre dans lequel lui pourrait décider de mettre en plus des données personnelles qui lui appartiennent. Ça marche. Et puis les administrateurs, les opérateurs de supervision de Digipost n'ont pas non plus du tout accès aux documents des salariés. C'est une des grandes promesses de Digipost. Très bien. Alors, concernant la politique de sauvegarde des données instaurée par Digipost, est-ce que vous êtes parfaitement en ligne avec la RGPD? Alors oui, on a ces principes de sauvegarde dont on a parlé avec la redondance, et en plus des backups, comme on les appelle. C'est-à-dire que même les documents qui sont effacés des coffres par les salariés, par exemple, un salarié a tout à fait le droit d'effacer son bulletin de salaire, comme il aurait le droit de brûler la copie papier qu'il reçoit. Mais néanmoins, on a quand même des sécurités où on les garde quand même un certain temps pour éviter qu'il ait fait une mauvaise manipulation, en fait. Donc, on garde les documents même effacés pendant 30 jours, mais 30 jours, c'est une finalité qui est déclarée auprès du RGPD. C'est une finalité officielle. Voilà, on les garde 30 jours parce que c'est pratique pour pouvoir les récupérer dans certaines malveillances ou certaines erreurs des salariés. D'accord. Quelles sont les méthodes ou procédés qui sont mis en place dans le coffre-fort numérique pour protéger l'accès aux documents et aux données? Alors, il y a deux procédés. Le premier, c'est ce contrôle d'accès dont on a parlé. Alors, si je rentre un peu dans le détail de l'architecture de Digipost, c'est un site web, c'est aussi une API. Là, je rentre un peu dans des détails techniques. Cette API qui est utilisée à la fois par le site web et par les applications mobiles, puisque Digipost c'est également une application mobile. Et puis Digipost, c'est une salle des coffres
Et cette salle des coffres, c'est un composant à part entière. C'est pas, voilà, il n'y a pas de mélange entre les différents serveurs plus orientés web, API ou mobile avec la salle des coffres. Et le contrôle d'accès des salles des coffres est vraiment très renforcé. Tous les accès à ces salles et aux coffres et aux documents, chaque accès à un document, par exemple, est tracé. Il est horodaté, on note qui y a accédé, à quelle heure, et tout ça rentre dans un journal de preuves qui est à la fois consultable par le salarié et puis par Digipost qui peut s'assurer que les accès sont légitimes en fait. Et il n'y a pas de risque de se faire pirater à la connexion en ce moment avec le confinement, avec la crise. On a vu bon nombre de piratages en fait sur le web. Comment Digipost se prémunit de ces pirates du web? Alors effectivement, c'est un risque qui augmente et comme tu fais bien de le souligner, hein, qui augmente avec le confinement. Il y a notamment le risque du credential stuffing, donc en français c'est le bourrage d'identifiants. Donc là, ce sont des attaquants qui sur le darknet récupèrent des listes entières de couples identifiants mots de passe de sites divers et variés. Hein. Ça peut être des boîtes mail, ça peut être des identifiants de comptes LinkedIn, Dropbox. On a déjà vu des fuites d'identifiants assez massives dans le passé, dans la dernière décennie, de ces identifiants. Ces identifiants, ils sont toujours conservés dans le darknet. Le darknet n'est pas soumis au RGPD. Il n'y a pas de droit à l'oubli dans le darknet. Donc, ces identifiants, une fois qu'ils ont été diffusés, finalement, ils s'y retrouvent toujours. Et les attaquants peuvent, des années plus tard, continuer d'essayer de voir s'ils sont valables sur d'autres services et notamment s'ils sont valables sur Digipost. Donc, voilà, une des grandes, des bonnes mesures à mettre en place pour un salarié, c'est de ne pas partager son mot de passe Digipost avec les mots de passe d'autres sites web et plus généralement d'avoir, si possible, le plus grand nombre de mots de passe différents pour éviter cette porosité entre les sites. Alors concrètement, un mot de passe sur Digipost, alors je ne sais pas, par exemple, sur certains sites, on va me demander un mot de passe renforcé avec tant de nombre de caractères, un numéro, une majuscule. C'est un mot de passe qui est renforcé ou c'est un mot de passe qui est proposé par Digipost à la création du compte, entre guillemets, sécurisé? Non, c'est un mot de passe qui est au choix de l'utilisateur à la création du compte, ce qui fait que nous, on ne connaît jamais aucun mot de passe. Même la première fois, on ne crée pas les mots de passe nous-mêmes. Donc, c'est au choix de l'utilisateur. Il y a quelques contraintes pour répondre aux bonnes pratiques de la NSSI, notamment du gouvernement. Et est-ce qu'il y a un système de double authentification en cas de perte du mot de passe, en cas de connexion sur des adresses IP différentes? Oui, tout à fait. Ça, c'est également une très bonne mesure de protection contre ce bourrage d'identifiants. C'est la double authentification qui a été mise en place sur Digipost. Cette double authentification, elle fait qu'elle est au choix du salarié qui peut l'activer ou pas. Mais s'il l'active, à chaque fois qu'il voudra accéder à son coffre et au contenu de son coffre, on lui enverra un code de double authentification qu'il devra saisir sur le site. Alors ce code, il est soit généré par son application mobile Digipost, soit envoyé par SMS. Voilà, et ça, c'est une bonne garantie qu'un attaquant, même qui aurait accès aux identifiants mots de passe du salarié, ne pourrait pas accéder aux documents qui sont dans le coffre. Et puis, on a fait un deuxième renforcement pour ceux qui n'activent pas la double authentification. C'est un mécanisme qu'on a appelé le Trusted Device, qui fait qu'on prend l'empreinte du terminal avec lequel se connectent les salariés à leur coffre. Et quand on détecte que c'est un nouveau terminal, que c'est un terminal qu'on ne connaît pas, je dis terminal parce que ça peut être soit un ordinateur, soit un téléphone portable, donc ça regroupe les deux.
quand on ne reconnaît pas ce terminal, on envoie également un code à 6 chiffres par mail à sa boîte mail pour qu'il puisse le saisir et accéder à ces documents. Et ça évite vraiment beaucoup d'attaques en credential stuffing. Est-ce qu'on peut revenir sur le chiffrement? Je sais qu'il y a une politique de chiffrement. Tu peux nous expliquer clairement en quoi ça consiste? Oui, tout à fait. Alors de l'heure, un point sémantique, on dit bien chiffrement et pas cryptage. On dit chiffré et pas crypté. Crypté, c'était Canal+, pour ceux qui s'en souviennent, qui mélangeait les lignes de l'image. Et on sait très bien que les décodeurs pirates étaient tout à fait facilement achetable et utilisable. Donc, c'était pas une très très bonne défense. C'est un peu la même défense que d'utiliser une broyeuse de documents papier qui rend les documents en miettes. On sait que avec un peu d'effort, on arrive à reconstituer les documents. Là, avec le chiffrement, l'effort qui consisterait à déchiffrer le document sans avoir accès aux clés de déchiffrement, il serait colossal. Il prendrait des années et avec des moyens informatiques vraiment conséquents. Donc ce chiffrement, il est en place, et il est en place pour tous les documents qui sont dans les coffres, et qui rend les données inintelligibles en fait à l'intérieur des salles des coffres. Donc même si un attaquant arrivait à entrer dans les salles des coffres, il n'aurait pas accès au contenu des documents, parce qu'il faudrait en plus qu'il ait les clés de déchiffrement qui, elles, sont stockées dans une autre partie de Digipost. Et ça, c'est quelque chose de primordial, parce que les dernières affaires un peu résonnantes dans la presse concernaient, il y a quelques années, tu l'as dit, Dropbox, Linking, et puis récemment, les labos de santé qui ont vu se faire pirater 500 000 personnes en matière de données, car il n'y avait aucun chiffrement de ces données. Oui, je te le confirme. C'est quelque chose d'effectivement assez anxiogène, parce qu'en plus, ça concerne des données de santé, et puis c'est effectivement des choses qu'on voit dans la presse, et avec une réponse du gouvernement d'un plan de cybersécurité d'1 milliard d'euros. Donc on voit à quel point le sujet est sensible en ce moment. Alors, est-ce que Digipost réalise des audits de sécurité réguliers? Alors, tout à fait. On fait environ 3 à 4 audits par an, ce qui est beaucoup. La norme ISO 27001 dont on parlait au début impose des audits d'intrusion, mais sans fréquence vraiment définie. Souvent, il est défini qu'un audit d'intrusion par an est suffisant. Nous, on a choisi d'en faire plutôt 3 ou 4 à chaque grande évolution du système Digipost. On décide de faire un audit, et du coup, c'est des audits qui sont un peu plus ciblés. Plutôt que de réauditer tout Digipost, l'intégralité du site Digipost, ce qui aurait assez peu de sens tous les 3 mois, on décide de prendre une fonctionnalité, et idéalement une fonctionnalité nouvelle qu'on est en train de mettre en place, et on l'audite de manière très très précise, et avant la mise en production, ce qui est aussi une bonne garantie de réduction des vulnérabilités qui pourraient apparaître en production. Alors, je vais revenir sur un point dont on parle beaucoup ces dernières années, c'est la RGPD. Est-ce que de manière globale, est-ce qu'on peut dire que Digipost est intégralement conforme au RGPD? Alors, tout à fait. Digipost a 10 ans, et on peut dire qu'on était RGPD by design, puisque forcément, vu la sensibilité et la criticité des documents et des données personnelles qui sont stockées dans les coffres Digipost, c'est un point qu'on a dès le départ pris très très fort en compte. Et finalement, les contraintes du RGPD, quand elles sont arrivées en mai 2018, on y était déjà préparé, et pour la plupart, on était déjà compliant. C'était pas une révolution pour Digipost? Non, ça a été une révolution en douceur. Voilà. Alors,
Est-ce que tu penses que les fonctionnalités, l'évolution des fonctionnalités du coffre-fort numérique continue à contribuer à sa sécurisation? Oui, 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 tout à fait, puisque on ne fait pas que des évolutions fonctionnelles, on fait aussi des évolutions techniques et des évolutions de sécurité, comme on a parlé avec la double authentification, par exemple. Et puis, la sécurisation dont on n'a pas parlé de l'application mobile, parce que des fois, on a tendance à oublier que les applications mobiles, il faut aussi les sécuriser, parce qu'il y a aussi des failles possibles dans les téléphones portables. Donc ça, c'est des évolutions qu'on met en place vraiment régulièrement. C'est pour ça qu'on fait également ces audits et qu'on a des rythmes d'évolution qui sont assez élevés sur une année, avec un grand nombre, si vous regardez le nombre de versions de l'application mobile, c'est un grand nombre d'évolutions tous les ans. Super, eh ben, écoute Rémi, je pense qu'on a fait quand même un bon tour du sujet concernant la sécurité. Eh ben, je te remercie pour cet entretien. Merci Christophe. Et puis si les auditeurs sont intéressés pour nous poser des questions, il y a notre site internet business.digipost.fr et puis la page LinkedIn, sinon Digipost for Business, dans lequel ils peuvent contacter les équipes de Digipost. Merci Christophe. Merci Rémi, bonne journée. Bonne journée.